Bonjour et bienvenue, vous écoutez C'était ce jour-là, une série de podcasts consacrée à l'histoire des Juifs en Europe. Je suis Isabelle Pirambeau, ancienne correspondante de presse à l'étranger, traductrice et rédactrice. Dans ce podcast, je vous emmène à la rencontre de ceux qui se consacrent à la mémoire de l'Holocauste. Aujourd'hui, je vous propose une balade un peu spéciale à Kehl, une petite ville située à la frontière française, juste à côté de Strasbourg. J'ai rendez-vous avec Friedrich Peter, un professeur d'histoire à la retraite, qui a repris contact avec tous les survivants juifs qui y avaient habité. Lors de cette balade, Friedrich Peter nous parle de ces habitants que les nazis avaient voulu exterminer pour la rendre Judenrein, libre de juifs, et nous fait découvrir l'histoire de la ville à travers les différentes plaques de commémoration. C'est grâce à son engagement que Kehl a récupéré ce passé juif. Dans cet épisode, il nous raconte notamment le destin extraordinaire de Ruth et Jacob, qui, grâce à leur amour, ont réussi à échapper au lourd destin qui les attendait. Mais laissons la parole à Friedrich Peter. Je suis retraité, j'enseignais, depuis plus de 40 ans, presque 50 ans, je me suis occupé de l'histoire des Juifs de Kehl. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai pris des contacts avec les survivants et les descendants, etc., etc. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer où est-ce que nous nous trouvons actuellement géographiquement ? Oui, géographiquement, on se trouve devant la gare de Kehl et derrière nous se trouve la grande rue qui lie Kehl et Strasbourg, c'est-à-dire c'est la porte d'entrée de l'Allemagne ou de la France. Et on se trouve à Kehl, la petite ville en face de Strasbourg, qui était mentionnée la première fois dans l'an 1000 après Jésus-Christ. Ici, on est pratiquement pas loin du centre de Kehl et en face se trouve le pont de l'Europe et on voit aussi les premiers bâtiments de la ville de Strasbourg. D'accord. Et pourquoi alors vous m'avez emmené ici à cet endroit ? Je vois qu'il y a des pavés sur le trottoir. Donc expliquez-moi un petit peu. Ici, c'est la grande place devant la gare, mais avant la Deuxième Guerre mondiale, la ville de Kehl était beaucoup plus au nord que maintenant. Maintenant, ici, c'est la gare et à l'époque, il y avait la Rheinstraße, la route du Rhin qui sortait du centre de la ville vers le nord. Et dans cette Rheinstraße habitait une famille Bodenheimer. Et la famille Bodenheimer, c'était une famille juive parmi les 109 habitants juifs de Kehl. Justement, là, on a 4 pavés de la mémoire. Vous pouvez me lire les noms ? Qu'est-ce qui est marqué sur ces pavés ? Les pavés ont toujours une certaine structure, c'est-à-dire la pose a une certaine structure. En haut, il y a les parents, en bas, il y a les enfants. Voilà, on voit maman et papa, et en bas, on voit les deux filles. À gauche, c'est Heinrich Bodenheimer, né 1882. Il a pris la fuite vers Strasbourg, c'est marqué aussi, 1937, Strasbourg. Il était interné à Gurs, déporté 1942 vers Auschwitz. Et tout de suite après l'arrivée, on l'a gazé. Et à droite, il y a Elsa, née Wertheimer. Wertheimer, c'était une grande famille. Il y avait plusieurs tantes, oncles. Ils sont parentés ici à Kehl, à Bodersweier. C'était une très grande famille. Elle est née 1899, évacuée d'abord 1939. Elle est revenue et après 1940, elle a été déportée d'ici de Kehl vers Gurs. Et là, elle a retrouvé son mari. Après, elle a été déportée avec lui aussi. Drancy, Auschwitz, où elle a trouvé aussi tout de suite la mort, sélection à la rampe d'Auschwitz. Alors, d'accord. On connaît cette histoire. Monsieur Heinrich Bodenheimer, le père, il était commerçant de chevaux. Il avait une très très bonne situation. C'était un Allemand très très convaincu. Il était un grand patriote. Les nazis, c'est-à-dire le régime du Troisième Reich, qui a exterminé toute la communauté juive, et par ces actions des nazis, lui, il a trouvé aussi la mort, sa femme aussi, et une de ses filles, et l'autre fille, elle a survécu. Elle s'appelait Ruth.
Et elle avait un destin remarquable et c'est une grande amour et j'aime raconter cette histoire parce qu'elle touche le cœur. Sa sœur, elle s'appelait Martha et sa mère, elle s'appelait Elsa. Elle a grandi ici à Kehl, elle était dans l'école primaire, l'école secondaire et déjà 1934, elle a dû quitter l'école parce que les nazis ont fait beaucoup de pression, de discrimination avec les enfants juifs. Le père, qui était vraiment un grand patriote, par exemple, il était aussi soldat dans la Première Guerre mondiale. Il a perdu une jambe. Alors il aurait eu avoir le droit sur une pension, sur un dédommagement, comme il était blessé de guerre. Il a renoncé parce qu'il avait assez d'argent. Il avait dit, voilà, je ne veux pas l'argent de l'État. Donnez ça, l'argent, aux pauvres. Et il y en avait pas mal ici. Elle a grandi en fin de compte dans un milieu très très prospère. Mais elle a dû quitter l'école en 1933. Et comme le père avait perdu la situation, à lui c'était interdit de suivre sa profession. Il a déménagé à Strasbourg et a continué son affaire à Strasbourg. Et Ruth, elle pouvait encore terminer l'école de commerce ici à Kehl et comme elle ne trouvait pas de travail, elle a suivi son père à Strasbourg. La mère, Elsa, et la fille Martha, les deux sont restés à Kehl. Et lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, 1939, il y avait la grande évacuation à Strasbourg aussi bien qu'à Kehl. La mère avec Martha ont dû quitter Kehl. Ils étaient dans la Rhénanie. Le père, qui était à Strasbourg, on lui a arrêté comme ennemi étranger. On l'a mis dans un camp d'internement, je crois, on appelle ça comme ça. Et Ruth, qui était aussi à ce moment-là à Strasbourg, elle est partie vers l'intérieur de la France, c'est-à-dire à Versailles, où il y avait une tente. Et là, elle a travaillé un bon moment. Après l'armistice 1940, la mère et Martha sont revenues. 1940, tous les Juifs du pays de Bath et du Palatinat ont été déportés à Gurs. C'est un camp de concentration dans les Pyrénées. Et puis Heinrich Bodenheimer, qui était d'abord dans un camp d'internement français, il a été aussi transféré à Gurs et là il a retrouvé sa femme. Martha, qui est restée en Allemagne, elle a été déportée en 1942 vers Theresienstadt et puis après Auschwitz. Ruth, qui était d'abord à Versailles, lorsque les Allemands ont envahi la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle a pris la fuite de la région parisienne pour aller en Touraine. Et en Touraine, elle est atterrie, si vous voulez, près de Saumur, sur une grande ferme. Une grande ferme qui a été achetée par un Suisse juif qui avait peur pour ses parents, pour ses amis en Allemagne. Alors il croyait, s'il achète une grande ferme en France, peut-être on peut leur donner un peu de sécurité et les préserver devant les nazis. Ruth a fait ce voyage de Versailles vers Saumur. Lorsqu'elle est arrivée dans cette ferme où se trouvait la famille Rothschild, qui avait un fils qui s'appelait Jacob, Ruth et Jacob sont tombés amoureux, les deux. Alors, elle avait, je crois, 16 ans et lui, il avait aussi 16 ans. Ils étaient très très jeunes. Alors, 3-4 semaines après, Jacob dit à sa mère, écoute, je suis fou d'amour d'elle, c'est la femme de ma vie, etc., etc. Avec bien sûr les yeux brillants, on peut s'imaginer ça, il dit à sa mère, je veux l'épouser. Comme ça, elle sera peut-être suisse et protégée, etc., etc. Alors la mère, elle était stupéfaite, même un peu... si un fils dit à sa mère, je veux épouser une fille à 16 ans, c'est un peu... c'est pas normal, si vous voulez. Alors elle a dit, écoute, maintenant tu auras bientôt 17 ans, tu fais d'abord ton service militaire en Suisse, et après tu reviens, et après on en parlera. Entre-temps, Ruth a été pris par la police, par la milice,
Eh bien, elle a été aussi internée, d'abord à Rivesaltes, Nexon, et entre-temps, elle a été libérée de nouveau et elle a appris que les parents d'elle se trouvent à Gurs, dans le camp. Elle a écrit des lettres, elle a envoyé des colis, etc., pour que les parents puissent survivre. Mais malheureusement, beaucoup plus tard, c'est-à-dire à partir de 1942, maman et papa Bodenheimer ont été aussi déportés par Drancy vers Auschwitz. Et là, ils ont trouvé le mort. Ruth a été encore internée dans le camp de Rivesaltes. Jacob voulait bien sûr la libérer. Il a reçu une permission du militaire suisse. Il a demandé de l'argent à tous les parents, à des amis. Et il est parti vers Rivesaltes, où il savait sa route, sa fiancée entre guillemets, avec beaucoup de chance, aussi avec un peu de piston. Bien sûr, il a pu libérer Ruth clandestinement. Et après, ils ont fait un voyage, vraiment une odyssée à travers la France. La France a été occupée, bien sûr. Il y avait partout la Gestapo, il y avait la police, il y avait la milice de Vichy. Ils ont marché à pied, ils ont fait ce trajet de Rivesaltes jusqu'à Genève à pied, à travers la France. C'était plus de 1000 kilomètres. Ils ont dormi pendant la journée, ils ont marché la nuit. Alors on se demande comment ils ont pu se nourrir. C'est vraiment une aventure qui aurait pu finir mortellement, alors très dangereux. Ils ont vu les soldats, ils se sont cachés dans les ravins. On devrait tourner un film là-dessus. Mais c'est plus possible, bien sûr. Arrivés dans la région genevoise, alors avant la frontière, ils sont rentrés en contact avec des contrebandiers. Et voilà, et par la frontière verte, ils ont pu gagner Genève, en liberté enfin. Après, ils ont pris contact avec les parents, avec les amis à Schaffhausen en Suisse et à Zurich. D'abord, ils étaient pratiquement malades et puis épuisés. Mais ils se sont remis tous les deux, ils ont commencé leur vie à deux, tout calme et en grand amour. D'accord, et donc ils ont survécu à cette période et ensuite sont-ils restés ensemble? Ils sont restés ensemble, oui. Alors même en Suisse, ils se sont mariés et ils ont eu une fille. Quelques années après, ils voulaient quitter l'Europe comme beaucoup de Juifs qui en avaient marre parce qu'il y avait aussi la guerre froide. Ils sont allés en Amérique et Ruth, elle a fait des études en littérature moderne, en littérature française moderne. Elle a étudié aussi le français, elle parlait un français impec. Et Jacob, avec son petit accent suisse très très charmant, un homme, je l'ai connu tous les deux, il est devenu ingénieur. Il a travaillé à Michigan, en Detroit, dans l'automobile. Bon, ils ont aussi encore un fils qui l'appelait Armand, voilà, un nom français. Ils sont restés ensemble toute leur vie. Et donc vous m'avez dit que vous les connaissez, dans quelles circonstances vous les avez connus? Je les ai connus dans les années 80, 85, 86. Comme ils avaient encore de la famille en Suisse, de la famille du Jacob, qui s'appelait après John. Et Ruth, elle s'appelait plus Ruth, elle s'appelait Renée. Voilà, une certaine libération avec le prénom de l'histoire qu'ils ont dû passer peut-être. 3-4 fois, ils ont rendu visite à leurs amis en Suisse et à leur famille en Suisse. Et à chaque fois, ils ont fait le petit détour par Kehl. Et là, je fais leur connaissance. Et en fin de compte, on est déjà devenus amis dans les années 80. Je ne me rappelle plus, 87, 88. Je m'entends très très bien avec John, qui était vraiment un homme plein d'humour, et puis il racontait des blagues presque baillardes, mais il m'a bien aimé. Et surtout, tous les deux, ils ont apprécié en fin de compte mon travail. Et comme j'ai travaillé comme prof, ils étaient vraiment enchantés qu'ils retrouvent une nouvelle Allemagne avec une certaine responsabilité, avec une conscience pour la passer.
On a parlé beaucoup, on était dans les restaurants, on a discuté des heures de leur vie et de ce qui se passe en Allemagne, aux États-Unis et ce qui est devenu l'un et l'autre. Et même Armand, qui était le fils, qui était grand amateur de la Tour de France, il est venu à Kehl avec son fils. On était ensemble et il y a 1 an, il y avait encore le petit-fils qui m'a rendu visite ici. Et puis, on est toujours resté en contact. Alors, on s'est vu plusieurs fois. Aussi 2013, lorsqu'on a posé les pierres d'achoppement. D'accord. Et Jacob et Ruth ont assisté à la pose de ces pavés de la mémoire? Jacob, non. Mais Ruth, elle est venue exprès pour cet événement. 2013, elle est venue pour une journée. Elle a pris l'avion aux États-Unis, Paris, Strasbourg. On a fait la pose de Stolperstein. Elle avait bien sûr déjà un certain âge. Elle a retrouvé encore des amis de la Suisse, etc. Mais elle est rentrée encore le jour après. Mais c'est vraiment un grand geste d'une vieille dame de venir à Kehl. Vous pouvez vous imaginer, on s'est embrassé, on était dans les bras. C'était vraiment un moment extraordinaire. D'accord. Et ils ont vécu jusqu'à quel âge, Ruth et Jacob? Ruth et Jacob ont pu fêter son 75e anniversaire de mariage. C'était une grande fête, une grande famille formidable. J'ai reçu des photos, j'ai pu les féliciter. Et à un moment donné, c'est l'âge qui les a pris comme... Ruth, elle avait 98 lorsqu'elle est tombée malade et puis aussi assez âgée. Un beau jour, elle est morte. Elle est morte le 5 décembre 2017. 2 jours après la mort de Ruth, John m'a téléphoné et je ne vais jamais oublier ces mots. Il m'avait dit « Mon grand amour m'a quitté ». Alors c'était vraiment un moment très très triste. Et John, qui avait pratiquement le même âge, il était une voix étouffée et il était très très triste. Il a, en fin de compte, c'est ça, il a perdu l'amour de sa vie qu'il connaissait depuis qu'il avait 17 ans, toujours ensemble, ils ne se sont jamais quittés, toujours. Et c'était le grand amour. Et je le comprends, je le ressens qu'il n'avait plus envie de vivre ou de survivre longtemps. Et peu de temps après, c'était en janvier 2018, c'est son fils Armand qui m'avait écrit que papa, alors John Jacob, est mort aussi. Alors il ne voulait plus vivre. Et c'était la fin de cette belle histoire. Quelle histoire émouvante, hein. Oui, c'était une histoire très, très émouvante et en fin de compte, si vous voulez, je suis un peu fier. Pas fier, c'est peut-être pas l'expression qu'il faut, mais je suis heureux peut-être que j'ai connu ces deux gens-là, que je suis témoin de leur histoire. Ça me rend aussi plus que content. Il y a une joie intérieure, mais il y a aussi une tristesse qui me prend toujours. C'est une belle histoire qui donne de l'espoir. Oui, c'est le mot espoir qu'il faut chercher dans cette histoire-là. Il faut jamais désespérer, il faut avoir de l'espoir sur un monde un peu plus prospère que maintenant, malgré toutes les circonstances qu'on a maintenant. Et surtout, il faut s'adresser aussi aux jeunes personnes, à chaque fois à la nouvelle génération qui nous suit, et donner de l'espoir, mais jamais oublier le tort, le mal. Mais il faut aussi prendre de la force de ça pour créer un monde un peu plus heureux que l'époque. Alors maintenant, on était devant la gare. Là, il y a aussi une pierre de commémoration pour la famille Bodenheimer. Il y en a 71 pierres. Et maintenant, je voudrais bien vous emmener vers l'intérieur de la ville, au centre de la ville, où se trouvait la synagogue. Très bien, on y va ? Oui, on y va. Alors, monsieur Peter, où est-ce que vous m'avez emmené là C'est emmené ici dans la Schulstraße, au coin de Kasernenstraße. Là se trouvait à l'époque la synagogue de Kehl.
Elle a été construite 1889 et elle a été démolie 1943, dédommagée en 1938 pendant la Reichskristallnacht. C'était en fin de compte le centre de la communauté juive de Kehl. C'était un bâtiment en grès rose que vous voyez avec des grandes fenêtres, avec une belle entrée. L'entrée se trouvait de ce côté-là. Et vraiment, la communauté juive, 1933, 109 personnes, était très très fière à voir cette belle, vraiment pour une petite ville, cette belle synagogue. Et le Shabbat, Shabbos dans le dialecte, tous les samedis, les hommes et les femmes, les membres de la communauté juive, sont vraiment bien habillés avec un costume noir, une chemise blanche, et un cylindre parfois. Ils sont rentrés dans la synagogue. Et vous voyez, quand vous regardez cette photo-là, au milieu, il y avait le centre avec la Torah, le Torah Shrine. Il y avait les murs, il y avait des tapis dedans, il y avait des lions d'or. Alors ça rappelle, les lions rappellent les tribus israélites. Le cantor, le chef de la communauté, c'était M. Lazarus Mannheimer. D'après lui, on a nommé une rue ici à Kehl, en mémoire de cet homme qui était vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui a géré toutes les affaires de la communauté juive. Il était aussi dans le conseil de la commune, dans le conseil municipal, M. Mannheimer, et son mot valait quelque chose à Kehl à l'époque. D'accord. Et cette plaque que nous voyons à la place de la synagogue, c'est grâce à vos associations qu'elle a été mise en place ? Oui, c'est grâce à l'association et aussi grâce des maires et grâce du conseil municipal qui trouvent que c'est important pour la ville de Kehl de se commémorer de la communauté juive de l'époque. Alors il faut montrer à notre population que les Juifs jouaient un grand rôle dans la vie communale de l'époque. Il ne faut pas oublier tout ça. D'accord. Et par rapport à Strasbourg, vous n'avez pas l'impression qu'il y a une différence dans le traitement dans l'espace public de cette mémoire ? C'est-à-dire, en comparaison avec Strasbourg, les porteurs de la mémoire à Strasbourg, c'est la communauté juive de Strasbourg. Eux, ce sont les parents, c'est la famille qui... Bon, il y a encore quelques-uns de la famille qui habitent Strasbourg, mais là, c'est un intérêt qui vient des membres de la communauté juive. Ici à Kehl, ça doit être notre intérêt. Les Allemands qui sont responsables du passé aussi, pas responsables dans le propre sens du monde personnel, mais responsables vis-à-vis de l'histoire. C'est nous qui doivent avoir un intérêt qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé en Allemagne pour que ça se ne répète plus. Et il y a beaucoup d'Allemands comme vous qui s'engagent pour conserver cette mémoire ? Oui, je crois. Alors, en fin de compte, il y a beaucoup de gens. Alors, quand on regarde dans les différentes communes, soit Offenburg, à l'Aar, partout dans les villes ou dans les villages d'Allemagne, il y a des monuments qui font de la mémoire, qui rappellent. Il y a tous les ans, par exemple, le 27 janvier, dans le Parlement de l'Allemagne, il y a une grande assemblée de commémorés où des gens de l'époque parlent, comme Madame Friedländer, que vous connaissez, ou maintenant c'est le grand journaliste Marcel Reif. Son père était juif, il a parlé devant le Bundestag. Et nous, on commémore aussi ce jour-là. Voilà, alors il y a vraiment beaucoup dans les écoles, dans les partis politiques, sauf l'extrême droite bien sûr, et dans les églises. C'est devenu un devoir public, aussi une tâche publique. Il y a beaucoup de gens. Ouais. Alors, Monsieur Peter, où est-ce que vous m'avez emmené maintenant ? C'est quoi ici ? On est maintenant au centre de la ville et là se trouve l'église protestante Friedenskirche. Et là, on est
devant une plaque qui commémorative à la synagogue et à la communauté juive de Kehl. Et la plaque est attachée à la Friedenskirche parce que le propriétaire de la maison où se trouvait la synagogue ne voulait pas qu'on attache cette plaque. Il avait peut-être peur que des nouveaux nazis font des attentats ou des petits attentats ou qui font des peintures désavouées, etc. La communauté juive. Alors l'Église voulait qu'on mette cette plaque-là. Et en bas, je vois qu'il y a une sorte de petit monument. Là, il y a un petit monument et c'est marqué là-dessus, c'est Gurs. Alors, et ça, c'est un petit monument d'une initiative de l'Église protestante qui a fait un très grand projet avec toutes les communes du pays de Bade. Dans les communes où il y avait des Juifs, les élèves ou des écoles étaient demandés de faire une statue. Et une statue est placée dans la commune elle-même et l'autre statue, la même, est placée sur un endroit à Moosbach, c'est près de Heidelberg, sur un grand terrain et tous les monuments sont mis sur une grande place avec l'étoile de David. Ça s'appelle Mahnmalprojekt, Mahnmal c'est-à-dire plaque de mémoire. Mahnen, c'est avertir, voilà, il faut avertir aussi que ça se ne reproduit plus jamais. Et cette statue est faite par des lycéens du Einstein Gymnasium. Einstein, il était aussi juif, en fin de compte, c'est un bel hasard. Et ça rappelle la situation de Gurs, c'est-à-dire cette statue, elle est encerclée, elle est comme avec une ceinture. Elle est ceinturée avec le nom Gurs, c'est-à-dire la ceinture, ça presse le corps des Juifs. Gurs a étouffé les Juifs et en plus, la statue n'est pas complète. C'est un coin qu'il a perdu, c'est-à-dire incomplète. Et ça veut dire aussi la vie des gens à Gurs n'a pas pris une fin normale. Alors ça s'est arrêté plus tôt. Et malgré cette fin, on voit encore des raisins et on voit encore des plantes qui regagnent la vie. Et la vie ne s'arrête pas avec ce désastre. Elle recommence à revivre comme c'est écrit dans le Vieux Testament. Très belle image. Très belle image. Et très beau travail des élèves. On continue notre balade ? Oui. Alors, Monsieur Peter, nous sommes en face d'une stèle, tout près de la Stadthalle. Oui. Pourquoi il y a ces stèles ici dans la ville de Kehl ? Il y a des roses tout autour. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici ? Oui. Alors là, nous nous trouvons maintenant devant la vieille Stadthalle de l'époque. Et c'est un endroit cruel de l'époque parce que la terreur, la douleur, alors tous les drames du Reichspogromnacht, de la nuit de cristal, a eu lieu ici. Alors le cortège qui est venu de ce côté-là, de la Villa Fingado, la villa de Gestapo, le cortège des Juifs, ont dû rentrer ici dans un grand portail. Et ici, dans la cave, ils étaient maltraités et puis ils ont dû passer une nuit d'une cruauté incroyable qu'on ne peut pas s'imaginer. Et en fin de compte, cet endroit est devenu le symbole de la maltraitance et des douleurs. Est-ce qu'ils ont survécu à ces sévices ? Alors, ils ont survécu. Après la nuit de cristal, tous les hommes étaient transportés et déportés à Dachau. Dachau, c'est le camp de concentration près de Munich. Et c'était fin octobre ou début novembre. Et ils ont dû rester jusqu'à la fin du mois de décembre. Alors, pratiquement deux mois et demi, ils sont restés là. Et puis, après, lorsqu'ils ont pu rentrer de Dachau,
On a connu les Juifs de Kehl parce qu'ils étaient toujours blessés, ils avaient les têtes rasées, ils étaient en fin de compte, beaucoup d'entre eux ont perdu toute la santé pour toute leur vie. Il y avait aussi un monsieur Rose qui était tellement déprimé qu'il s'est tué. Et ça, c'est un endroit où, en fin de compte, il faut toujours se rappeler que le destin des Juifs était très cruel, maltraité aussi par la population qui était défaitiste. Et il faut aussi se rappeler que ça se répète plus jamais, qu'une minorité soit tellement minorité dans la société soit tellement maltraitée. Et ces stèles-là, ce sont 6 coins, c'est comme l'intérieur de l'étoile de David. Et on voit le stèle est brisé aussi, c'est-à-dire ça rappelle aussi la communauté juive qui ne pouvait pas continuer. Elle a été brisée par les nazis, par la force des terroristes, si on peut le dire. Alors c'est un endroit vraiment très, très... là où il faut penser toujours à tous les gens qui étaient victimes, à tous les gens qui ont perdu la famille, à tous les gens qui ont perdu mère ou enfant, ou les familles sont brisées. Et même quand ils ont survécu, ils ont perdu leur patrie. En fin de compte, ils ont tout perdu. Ça, c'est un endroit très, très important d'après mon avis parce qu'en fin de compte, il nous donne aussi le sentiment, ce que c'est la douleur. Et ici, tous les ans, il y a des commémorations? Oui, tous les ans, il y a des commémorations aussi. Et tous les ans, la ville de Kehl pose une gerbe de fleurs avec des roses rouges et blanches. Pour dire, voilà, vous n'êtes pas oubliés dans notre histoire de la ville et aussi non pas oubliés dans nos cœurs. C'est ça. Et maintenant, on va mettre une pierre sur cet emplacement où il y a cette plaque-là. Comme c'est la coutume juive, quand on pense aux morts, on met une pierre pour l'éternité de la vie. Très bien, je vous accompagne. Voilà. On met une pierre. Voilà. Et ainsi, on se rappelle à Harry, à sa famille, à Ruth, à tous les autres. Ça vous touche beaucoup, hein, cette histoire? Oui, c'est très touchant. C'est très touchant. Ce podcast a entièrement été réalisé par Isabelle Birambeau. Je remercie chaleureusement Friedrich Peter pour son précieux témoignage et pour m'avoir fait découvrir Kehl sous un autre jour.